Ma femme est tombée sur une vidéo là sur TikTok. Là où il y a une femme qui dit à son mari que ça devient même quoi. Hein? Oh, tu sors, tu pars au travail, l'enfant reste toute la journée me menacer. Le soir, tu rentres, tu dors, l'enfant pleure dans la nuit, même porter l'enfant, tu ne portes pas l'enfant. Il n'est pas couché, l'enfant là seul, prends aussi l'enfant. À la rigueur, pas même au travail avec l'enfant. Elle m'a envoyé d'abord le lien hier, en journée. Dire que c'était la blague. Le matin, qu'elle me réveille pour aller au travail, elle me dit qu'elle passe avec l'enfant, qu'elle ne veut rien comprendre. Hier, qu'elle blague, j'ai rentré dans la chambre pour prendre pour retirer mon téléphone en charge. Je sens qu'elle est partie. Mais voici, depuis le matin, dans le doigt, là, je monte et descends avec l'enfant. J'entre dans les bureaux, j'entre partout, je sors. Regardez comment l'enfant est. L'enfant, elle est en marché comme elle n'a jamais marché. Elle est off. Là, voici même ici. Tu veux la mettre même sur le siège d'à côté, elle refuse. Le siège auto, elle refuse. Elle se met que dans mes bras. Ça, c'est même qu'elle marche dans ça. C'était TikTok de quoi en Afrique? Hein? Chers amis, voici un chiffre que peu de gens connaissent et qui devrait pourtant nous interpeller tous. Dans presque tous les pays du monde, les hommes meurent en moyenne 5 à 7 ans avant les femmes. 5 à 7 ans. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas uniquement une question de gènes ou d'hormones. C'est le résultat de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus quotidien. Quelque chose que nous fabriquons nous-mêmes, collectivement, sans toujours nous en rendre compte. Posons-nous honnêtement la question. Qu'est-ce qu'on demande à un homme dans une journée normale? Qu'est-ce qu'on demande à un homme dans une journée normale? Oui, une journée dans la vie d'un homme ordinaire est une journée extrêmement complexe. Il se lève tôt, souvent avant tout le monde. Il pense déjà aux factures. Il pense au travail. Il pense aux enfants. Il pense aux projets qui avancent ou qui stagnent. Il prend son café en vitesse, il sort. Il conduit, prend le transport, arrive au bureau ou sur le chantier. Il travaille, il produit, il gère. Il revient le soir, souvent fatigué, mais il faut encore s'occuper de la maison, des enfants, de sa femme. Et dans tout ça, dans cette journée bien remplie, combien de fois lui a-t-on demandé comment il se sent? Combien de fois a-t-il eu l'occasion, le droit, l'espace de dire qu'il est déjà à bout? Presque jamais. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il performe, qu'il produise, qu'il soit là, disponible, efficace. Et lui, il s'y est habitué. Depuis l'enfance, c'est le seul rôle qu'on lui a proposé. Ce régime-là, sans pause, sans espace pour souffler, sans permission de ressentir, use un corps et un esprit de manière très réelle. Et à force d'user, il tue. Pas toujours brutalement, souvent lentement. En infarctus à 52 ans, en AVC à 58 ans, en dépression profonde qu'il n'a jamais su nommer et qui a fini par tout emporter. Oui, cher ami, il y a quelque chose de très particulier qui se passe entre hommes, dans les repas de famille, dans les réunions entre amis, dans les rencontres professionnelles. Personne ne pose la question directement, mais la question est toujours là, suspendue dans l'air. Qui a la voiture la plus récente? Qui a construit sa maison? Qui a été promu à un poste élevé? Qui envoie ses enfants dans les meilleures écoles? Qui a le meilleur réseau, le meilleur salaire, le meilleur parcours, le meilleur projet en cours? Oui, la comparaison. Ce jeu qui ne s'arrête jamais. Passer le temps à comparer son mari ou son homme à d'autres personnes. Se comparer à d'autres. Ces comparaisons-là ne se font pas à voix haute. Elles se font dans les regards, dans les silences, dans les façons de parler de ces projets ou de changer de sujet quand on n'en a pas. Et elles font des dégâts considérables. La comparaison. L'homme qui rentre chez lui en se disant qu'il est moins bien que son cousin, que son collègue, que le mari de la voisine, cet homme-là ne le dira à personne. Mais il va porter ce sentiment-là. Il va s'irriter pour des petites choses. Il va se fermer. Il va peut-être boire un verre de trop pour faire taire cette voix intérieure qui lui dit qu'il n'est pas assez. Et celui qui est en haut de cette comparaison n'est pas plus tranquille. Il a maintenant une image à défendre, un niveau à maintenir, une chute à éviter. Ce n'est plus de la vie, c'est une compétition permanente. Les médecins le disent clairement. Le stress chronique abîme le cœur, affaiblit le système immunitaire, dérègle le corps en profondeur. Oui, ce sont les médecins qui le disent. Le stress chronique abîme le cœur, affaiblit le système immunitaire, dérègle le corps en profondeur. Ce n'est pas une théorie, c'est de la biologie pure. La pression constante tue, juste moins vite qu'une balle et donc moins visiblement. En plus de tout, il faut être père, le plus beau rôle, mais aussi le plus lourd. Demandez à un homme ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Dans la grande majorité des cas, il vous parlera de ses enfants.
Et c'est vrai que la paternité est quelque chose d'extraordinaire, mais elle vient avec un poids que peu de gens reconnaissent vraiment. Un enfant regarde son père comme si c'était un super-héros, infaillible, toujours fort, toujours avec une solution. Et ce regard-là, même s'il est rempli d'amour, est une pression énorme. Parce que le père, lui, sait qu'il n'est pas un super-héros. Il sait qu'il doute, il sait qu'il se trompe, il sait qu'il a peur. Mais il ne peut pas le montrer à ses enfants. Il ne peut pas le montrer devant ses enfants. Oui, non, pas devant les enfants, pas devant sa femme, pas devant sa propre mère qui compte sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de jouer le rôle chaque jour, même quand il est épuisé, même quand il a lui-même besoin d'être soutenu. Ce qu'on ne dit pas assez au père est ceci. Montrez vos limites à vos enfants, ce n'est pas les décevoir, c'est leur apprendre quelque chose d'essentiel. Un père qui dit « j'ai fait une erreur, je vais la corriger ». Ce père-là montre à son fils ou à sa fille comment fonctionne un adulte responsable. Un père qui dit « je suis fatigué ce soir, on va se reposer ensemble ». Alors celui-là, il montre que prendre soin de soi, c'est normal et c'est nécessaire. L'enfant n'a pas besoin d'un père parfait. L'enfant a besoin d'un père présent et honnête. Et la femme dans tout ça, la femme, une pression souvent invisible. Permettez-moi d'aborder ce sujet avec beaucoup de respect et de nuance, parce qu'il est souvent très très mal compris. La femme n'est pas la coupable de l'épuisement masculin, non. La femme n'est pas la coupable de l'épuisement masculin, loin de là. Mais la femme, elle est souvent, sans le vouloir, l'une des sources de pression les plus importantes dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est celle devant qui il veut le moins paraître insuffisant. Quand un homme perd son emploi, sa première angoisse n'est pas souvent l'argent, c'est qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Quand les finances sont difficiles, il n'en parle pas toujours à sa femme, non pas par manque de confiance, mais parce qu'il a honte, parce qu'il se sent responsable, parce que l'idée de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle attendait est insupportable. Cette pression-là est souvent silencieuse, diffuse, inconsciente des deux côtés. La femme n'impose rien explicitement, mais l'homme a intégré depuis longtemps ce qu'on attend de lui et il se juge lui-même très sévèrement quand il n'y arrive pas. Le résultat, c'est qu'il porte tout seul. Il porte tout seul ce qu'il devrait partager. Il s'isole quand il devrait parler. Et l'isolement à long terme est l'un des facteurs les plus documentés de mortalité précoce chez les hommes. L'isolement à long terme est l'un des facteurs les plus documentés de mortalité précoce chez les hommes. Oui, chers amis, permettez-moi qu'on s'arrête un peu sur une question simple. Est-ce qu'un homme qui travaille 60 heures par semaine depuis 30 ans, qui n'a jamais pris de vrai repos, qui a tout donné à sa famille et à son entreprise, qui n'a jamais consulté un médecin, qui est mort à 61 ans d'un arrêt cardiaque, est-ce que cet homme a bien vécu? Est-ce que cet homme a vraiment bien vécu? Il a tenu, il a assuré, il a donné, mais a-t-il vécu? Ce que nous devons construire concrètement autour des hommes que nous aimons, c'est simple. Ce sont des espaces où ils ont le droit de ne pas aller bien. Des conversations où on leur pose de vraies questions, où on attend de vraies réponses. Des moments où ils ne sont pas le chef, le père, le mari, le fils. Ils sont juste eux-mêmes, avec leurs forces et leurs failles. Un homme qui dort suffisamment, qui consulte son médecin régulièrement, qui parle de ce qu'il ressent, qui sait dire non quand il est à bout, cet homme-là vit mieux. Et très souvent, il vit plus longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Parce que prendre soin d'un homme, ce n'est pas le materner, c'est lui donner enfin la permission d'exister au-delà de ce qu'il produit. Et qui met les mots simples sur les situations que beaucoup vivent mais expliquent difficilement. Aujourd'hui, nous touchons un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup de gens portent en silence, parfois depuis l'enfance. Peut-on parler des parents toxiques? Ce mot a-t-il sa place chez nous, dans le contexte de notre société, où le respect du père et de la mère est sacré? Ou bien alors est-ce simplement un manque de respect déguisé en psychologie moderne? Pour en parler, je suis avec elle. Comme tous les matins, elle est ravissante. Marie-Agnès Sarnier. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Marie-Agnès, oui. Le mot toxique appliqué à un parent choque beaucoup de gens au Cameroun. On entend souvent dire un parent reste un parent, ne le juge pas. Mais pourquoi ce thème provoque-t-il autant de réactions chez nous? Parce que dans notre culture africaine, le parent est une figure presque intouchable. Le père et la mère ont donné la vie. Ils ont souffert pour élever leurs enfants, souvent dans des conditions très difficiles.
Au Cameroun, combien de mères ont vendu du poisson au bord de la route pour payer les frais de scolarité? Combien de pères ont travaillé jour et nuit pour que leur enfant mange? Alors, quand un enfant utilise le mot toxique pour décrire ce parent, la société considère cela comme de l'ingratitude. On te demande, on te répond, ta mère a souffert pour toi. Tu n'as pas le droit de parler comme ça et la personne qui souffre se tait. Et dont le problème n'est pas seulement le comportement du parent, c'est aussi le fait que la société interdit d'en parler. Exactement. Et c'est là que la souffrance s'installe durablement. L'enfant grandit en pensant que ce qu'il ressent est anormal, qu'il devrait simplement supporter. Qu'un bon enfant africain ne remet pas en question ses parents, et cette idée l'accompagne parfois jusqu'à l'âge adulte. Et concrètement, qu'est-ce qu'un comportement toxique de la part d'un parent? Parce qu'il faut distinguer la sévérité de la toxicité, n'est-ce pas? Oui, c'est une distinction très importante. Un parent sévère pose des règles, corrige, exige le respect. Cela fait partie de l'éducation et ce n'est pas toxique. Nos parents nous ont donné des limites et cela nous a construits. Un comportement devient toxique quand il détruit l'estime de l'enfant de manière répétée. Quand un parent dit régulièrement « tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais, tu es comme ton père qui est un bon à rien ». Quand un parent compare sans cesse ses enfants entre eux, « regarde ton frère, lui au moins s'il est intelligent ». Quand un parent utilise l'affection comme une arme, « si tu ne fais pas ce que je veux, tu n'es plus mon enfant ». Ce ne sont pas des corrections, ce sont des paroles qui cassent un être humain de l'intérieur. Oh là là! Mais au Cameroun, Marie-Agnès, on entend souvent aussi, c'est la chicotte qui éduque. Les oreilles de l'enfant, c'est sur les fesses. La frontière entre discipline et violence est parfois floue. Explique-nous ça. Oui, et c'est un vrai débat. Dans beaucoup de familles africaines, la correction physique fait partie de l'éducation. Et il ne s'agit pas ici de juger toute une génération de parents. Beaucoup ont éduqué comme ils pouvaient avec les moyens et les croyances de leur époque. Mais quand la violence est excessive, régulière et disproportionnée, elle laisse des traces, pas seulement sur le corps, sur la confiance en soi, sur la capacité à construire des relations saines, sur la manière dont on se voit soi-même. Un enfant qui grandit dans la peur permanente de son parent ne développe pas du respect, il développe de l'anxiété. Il y a aussi le chantage émotionnel. Mais c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez nous aujourd'hui. Oui, et c'est peut-être la forme la plus répandue et la moins reconnue. Le parent qui dit « j'ai tout sacrifié pour toi, tu me dois la vie ». Le parent qui culpabilise l'enfant chaque fois qu'il prend une décision autonome. Le parent qui considère que l'enfant adulte lui appartient encore et doit obéir sans réfléchir. En Afrique, la reconnaissance envers les parents est fondamentale. Personne ne remet cela en question. Mais la reconnaissance ne devrait pas signifier la soumission totale. Un enfant de 40 ans reste l'enfant de ses parents, oui, mais il est aussi un adulte avec sa propre vie, ses propres choix, ses propres responsabilités. Et comment réagir quand on réalise que son parent a un comportement toxique? Parce que couper les ponts chez nous, c'est presque impensable. Le parent est sacré. Et je ne recommande pas de couper les ponts. Ce n'est pas la solution dans notre contexte. En Afrique, la famille est un tissu. Si tu coupes un fil, tout le reste se fragilise. Tu te retrouves isolé non seulement de tes parents, mais de tes frères, tes sœurs, tes cousins, ton village. Ce que je recommande, c'est de poser des limites. Pas avec agressivité, mais avec clarté. Dire « maman, je t'aime et je te respecte », mais quand tu me parles de cette manière, cela me blesse. C'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et si le dialogue direct est impossible, passez par un intermédiaire de confiance. Un oncle, un pasteur, un aîné respecté. Chez nous, la médiation familiale a toujours existé. Ce n'est pas une faiblesse d'y recourir. Certains auditeurs vont se demander si reconnaître la toxicité d'un parent, c'est le condamner. Non. Est-ce que c'est ça? Non. Reconnaître qu'un parent a eu un comportement blessant, ce n'est pas le détester. C'est être honnête avec soi-même. Beaucoup de parents toxiques ne savent même pas qu'ils le sont. Ils reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Leur propre père les humiliait, alors ils humilient. Leur propre mère les culpabilisait, alors ils culpabilisent. C'est un cercle qui traverse des générations. Et le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes propres enfants un jour, c'est de briser ce cycle. Ne pas reproduire ce qui t'a fait souffrir. Éduquer autrement, corriger sans détruire, aimer sans contrôler. Aimer sans contrôler, oui. Corriger sans détruire, éduquer autrement. Tu es formidable. Et pour les parents donc qui nous écoutent, Marie-Agnès Sagné, oui. Quel message leur adresses-tu? Que vos enfants ne sont pas vos ennemis quand ils expriment une douleur. Si votre fils ou votre fille vous dit « Maman, papa, ce que tu fais me blesse », ce n'est pas de l'irrespect. C'est une main tendue. C'est un enfant qui veut améliorer la relation, pas la détruire. Accueillez cette parole au lieu de la punir. Un dernier message pour les auditeurs et auditrices qui portent cette douleur en silence. Ce que vous ressentez est légitime. Aimez vos parents et reconnaître que certains de leurs comportements vous ont blessé ne sont pas contradictoires. Vous n'êtes pas un mauvais fils ou une mauvaise fille parce que vous souffrez. Vous êtes simplement humain.
Et si vous avez besoin d'en parler, cherchez une personne de confiance, un ami sincère, un conseiller, quelqu'un qui écoute sans juger. Le silence protège parfois les apparences, mais il ne guérit jamais les blessures. Chers auditeurs, parler des parents toxiques, ce n'est pas insulter nos parents. C'est ouvrir les yeux sur les réalités. Des réalités que beaucoup vivent dans le silence. Le respect des parents est un pilier de notre culture et doit le rester. Mais le respect ne signifie pas accepter d'être détruit en silence. On peut aimer ses parents, les honorer et en même temps protéger sa propre santé intérieure. L'un n'exclut pas l'autre. Merci Marie-Agnès. C'était un plaisir. C'était Parlons Vrai sur Radio Balafon. À bientôt pour un nouveau sujet. Dago, bonjour Karel. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, on parle de la manière dont on s'adresse aux gens, pas les mots qu'on choisit et à qui on l'adresse. Et pour ça, Cyril, tu as une histoire? Oui, parce que la semaine dernière, un cabinet d'affaires. Salle d'attente, 2 visiteurs arrivent en même temps. Le premier, costume noir à 3 pièces, mallette en cuir, montre qui brille. Le second, tenue de chantier, bottes couvertes de poussière, casque à la main. Et la secrétaire? Au costume, sourire immense. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Je vous en prie, vous désirez un café? Le directeur arrive dans 5 minutes. Au chantier, sans lever les yeux de son écran, elle dit, c'est pourquoi? Tu as rendez-vous? Tu? Le costume a eu le vous, le café et le sourire. Quant à l'homme qui venait du chantier, il a eu le tu et assieds-toi là-bas. Même salle d'attente, même minute, 2 traitements opposés. Et l'homme en tenue de chantier, c'était qui? Eh bien, c'était l'entrepreneur qui construit le nouveau siège de la société. Contrat de 200 millions de francs CFA. Quand le directeur est sorti et lui a serré chaleureusement la main, la secrétaire a changé de couleur. Elle a juste jugé par la tenue. Et pas la tenue, parce qu'on juge toujours par la tenue. On vous voit le riche et on tutoie le pauvre. On sourit aux puissants et on ignore l'humble. Alors, la courtoisie a un tarif finalement chez nous. Et en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent en allant au travail. Des vigiles, des chauffeurs, des femmes de ménage, des gardiens. Des gens qui vont passer toute la journée à se faire tutoyer par des gens qui ne connaissent même pas leur prénom, Cyril. Mais nous aussi, Karel, quand on parle aux chauffeurs de taxi, aux vendeurs de la rue, à la serveuse du restaurant, quel ton utilise-t-on? Oui, quel ton utilise-t-on? Des ordres, pas de s'il te plaît, pas de merci. On les traite comme des moins que rien. Parce qu'on mesure la courtoisie au statut social. Si tu es important, on te vouvoie. Si tu es petit, on te tutoie. On ajuste notre respect à la taille du portefeuille. Et le vrai savoir-vivre, c'est exactement l'inverse. C'est la courtoisie égale. Donner la même dignité à tout le monde. Que tu parles au ministre ou au balayeur, le ton devrait être le même, n'est-ce pas? Tu veux savoir qui est vraiment quelqu'un? Ne regarde pas comment il parle à son patron. Regarde comment il parle au serveur. Oui, parce que c'est la mesure la plus fiable du caractère d'une personne. On est tous charmants avec ceux qui ont du pouvoir. Le test, c'est avec ceux qui n'en ont pas. Et dans les administrations, le fonctionnaire te tutoie, te parle mal, te fait attendre. Et toi, tu souris parce que c'est lui qui a le tampon. La courtoisie est devenue un rapport de force. Un vrai rapport de force. Et nos enfants apprennent ça. Quand papa est poli avec le directeur et sec avec la femme de ménage, l'enfant enregistre tout ça. La politesse, c'est pour les puissants. Les petits, on s'en fiche. Et le tutoiement imposé, c'est pas de la simplicité. Tutoyer un inconnu sans son accord, c'est la familiarité non consentie. C'est entrer dans la maison de quelqu'un sans frapper. Absolument. Commencez par le vous. S'il propose le tu, on avance ensemble. C'est comme une porte. On frappe d'abord et on entre après. L'élégance n'est pas dans les vêtements. Elle est dans la manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien pour toi. Et le jour où on dira « Monsieur » au moto-taximan, aussi naturellement qu'au directeur général, on aura fait un pas immense. Ce jour-là, on ne sera plus le même pays. Ça, c'est vrai. Allez, maintenant, Karel Tago, assez parlé, on passe à la confession. Notre mea culpa. Oui. Non, Cyril, aujourd'hui, ouais, non, tu commences. Ouais, c'est le miroir. Et celui-là, il fait mal parce qu'il touche à qui on est vraiment. Ouais. Moi, d'abord, la semaine dernière, au restaurant, le serveur a mis du temps et j'ai dit « Oh, petit, tu dors ou quoi ?» Petit, mais Petit. il avait peut-être 35 ans, peut-être père de famille, peut-être plus diplômé que moi. Mais dans ma tête, son métier le rendait petit. C'est dur à entendre. Ah oui, ça, je demande pardon pour ça. Je l'ai fait, je demande pardon. Alors, mais c'est la vérité, j'ai réduit un homme à sa fonction. Et je l'ai fait sans y penser, parce que c'est le réflexe. On ne mesure même plus la violence de nos mots quand on les adresse à ceux qu'on considère en dessous. Et moi, la dame de ménage au bureau. Je l'appelle la dame qui nettoie. Depuis 2 ans. 2 ans qu'elle nettoie mon bureau. La dame qui nettoie, c'est son nom. Elle nettoie mon bureau, vide ma poubelle, range mes affaires. Elle connaît mon prénom. Elle me dit bonjour Karel chaque matin. Et moi, je ne connais même pas le sien. Je ne l'ai jamais demandé. La dame qui nettoie. Bonjour la dame qui nettoie.
Alors, où est la dame qui nettoie? Madame la dame qui nettoie. Connaître le prénom de quelqu'un, c'est déjà le sortir de l'invisibilité. C'est lui dire, tu n'es pas une fonction, tu es une personne. Demain, je demande son prénom, promis. Ah, ça, il faut le faire. Et je le prononce chaque matin. Ah, il faut le faire. Et moi, la prochaine fois que je vais au restaurant, je dirais monsieur au serveur, pas oh petit, pas hey, oh, monsieur là, oh, vous là. Parce que ce n'est pas ce qu'il est en réalité. Mais alors, Karel, C'est l'heure du baromètre citoyen. Le respect égal envers chacun, quel que soit son statut. Cyril? 3 sur 10, c'est peut-être notre plus grande contradiction sociale. On se dit peuple de l'accueil et de la fraternité, mais on trie les gens avant de leur parler. 3 aussi. On est poli avec les puissants et grossier avec les humbles. La courtoisie à 2 vitesses. Alors là, ça fait que, bon, là, 3 sur 10, alors c'est le baromètre moyen parce que la courtoisie à 2 vitesses tue le vivre ensemble dans ce pays, le Cameroun. Allez, maintenant, le défi du jour, et il est double. Vous allez croiser beaucoup de gens aujourd'hui, au marché, au bureau, dans le taxi, au restaurant, 2 gestes. 2 gestes. Le premier geste, vous voyez quelqu'un que vous tutoyez d'habitude. Le vigile, la secrétaire, le mototaximan, la vendeuse. Dites-vous, observez la réaction. Deuxième geste, demandez le prénom de quelqu'un que vous côtoyez chaque jour sans le connaître. Le gardien, la femme de ménage, le chauffeur. Un prénom, c'est tout. Rien de plus que ça. Un vous, un prénom, 2 gestes et une personne qui existera un peu plus dans votre vie. Parce qu'il est bientôt 7h et quelques